Alors maintenant que vous avez mappé toutes vos parties prenantes, vous vous êtes bien sûr rendu compte que les opérationnels et les managers sont finalement les plus grands représentants de vos process de recrutement. Euh, En effet, ils vont sélectionner les candidatures, ils vont euh, participer aux entretiens et vont aussi être garants évidemment de la décision finale. Donc nous, naturellement, on leur demande ces tâches. Ça nous paraît assez naturel de leur demander de participer aux entretiens. Déjà, c'est pas forcément le cas partout. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, la partie recrutement, elle est assez systématiquement outsourcée à des entreprises dédiées pour ne pas faire perdre de temps aux opérationnels justement. Mais en France, ça n'est pas le cas. Et on leur impose de faire ces tâches sans du tout leur donner les clés pour gagner du temps, être plus efficace et être en ligne de mire aussi avec votre vision. Généralement, en effet, la formation des opérationnels et des managers sur la partie recrutement, elle se fait un peu sur le tas, soit au pire des cas, sur le pas de la porte avant de voir le candidat, soit dans le meilleur des cas, il y aura une petite session formation faite par un recruteur qui sera organisée au moment où le besoin s'en fera sentir. Mais à aucun moment, en fait, les parties prenantes, elles reçoivent une vision large des enjeux du recrutement dans votre entreprise. Ça a une double conséquence qui est négative, évidemment. La première, c'est que ça peut déjà générer un syndrome de l'imposteur chez vos opérationnels. N'ayant pas l'habitude de faire des entretiens, en n'ayant jamais vraiment bien appris comment les mener, ils ne vont pas forcément se sentir à leur place dans cet exercice. Et en fait, ça va au-delà de peut-être ne pas les aider à poser les bonnes questions et à vraiment mener un entretien pertinent. Ça va aussi fausser leur posture et du coup leur évaluation. Ils vont soit être trop sévères avec le candidat en se disant bah faut que je contrebalance, ou alors ils vont être peut-être trop gentils avec lui en se disant bah qui suis-je pour le juger, c'est pas mon métier. Donc déjà, c'est un premier sujet qu'il faut traiter. Et le deuxième sujet, c'est en effet que votre vision et l'efficacité aussi que vous voulez instaurer dans vos process, donc tout ce qu'on a vu à la partie 1 de UX for HR, va être mise en difficulté si vos opérationnels et vos managers ne sont pas au courant et n'ont pas justement cette vision globale de ce que vous voulez mettre en place. Euh, c'est donc très important que vous puissiez les former et leur rappeler déjà, un, les fondamentaux d'un process de recrutement, deux, comment mener un entretien, et trois, aussi, de leur présenter des outils, des techniques qui peuvent les aider à aller plus vite, à être plus efficaces pour recruter les meilleurs talents. Donc c'est ce que je vais essayer de faire à travers ce chapitre, c'est vous aider à trouver votre méthode pour former vos managers, vos opérationnels à être le plus performant possible en entretien et à aussi pouvoir diffuser auprès des candidats toute la vision à laquelle vous avez travaillé lors des derniers chapitres. Alors, une méthode que j'ai un petit peu envie de suivre lors de ce chapitre, elle s'inscrit encore une fois dans notre démarche métier qui fait un peu notre philosophie chez Illinois. Elle est en fait tirée des méthodes sales, plus précisément des méthodes sales des pays anglo-saxons. En effet, les entreprises anglo-saxonnes ont vite su qu'elles devaient miser sur leurs équipes commerciales en ayant des équipes commerciales très performantes. Donc, dans un premier temps, elles ont recruté des bons commerciaux, hein, on va pas inventer l'eau chaude. Puis elles se sont aussi rendues compte que si elles voulaient vraiment scaler leur entreprise de la même manière où elles avaient scalé leurs produits, il fallait qu'elles scalent leurs équipes commerciales. Donc comment? Bah déjà en leur donnant des outils pour concentrer les efforts là où leur valeur est vraiment concentrée, donc c'est-à-dire auprès du client. Et deuxièmement, en formant à être des meilleurs sales possibles et en scalant cette formation. Et en fait, ces deux derniers points, ils forment un nouveau métier qui s'appelle le Sales Enablement, c'est-à-dire en fait la volonté tout simplement de faire passer à l'échelle les équipes sales. Donc là, nous, on a sur cette slide une excellente définition du Sales Enablement, c'est-à-dire le Sales Enablement, c'est une discipline stratégique et interfonctionnelle qui est conçue pour accroître la performance et la productivité des commerciaux en fournissant les services intégrés de contenu, de formation et de coaching aux vendeurs tout au long de leur achat et de leurs clients qui reposent sur la technologie. Donc on voit bien ici qu'on a on a l'idée de performance
et de productivité. Et on a l'idée de formation coaching et d'outils avec la technologie. Je vous ai mis en dessous des références d'entreprises qui ont des Sales Enablement Managers. Si vous voulez d'ailleurs aller regarder leur profil sur LinkedIn, ça peut peut-être vous inspirer sur la typologie de profil et puis sur ce nouveau métier. Donc maintenant qu'on a ce modèle en tête, je vais vous inviter à créer un système peut-être un peu similaire pour former vos parties prenantes en entretien tout en scalant cette formation. Alors comment? Je pense qu'il y a 4 blocs qu'il faut appréhender pour maîtriser pour créer une école du recrutement qui va être efficace. Le premier bloc, ça va être de maîtriser vos outils. Pourquoi? Pour former vos collaborateurs, c'est important déjà que vous-même vous maîtrisiez les outils, mais surtout parce que votre formation en elle-même doit être scalable. Il ne faut pas que vous ayez à vous prendre 1 heure de votre temps dès qu'une nouvelle personne veut se former aux entretiens ou qu'un nouveau collaborateur rejoint vos équipes. Donc par exemple, la meilleure méthode, ça va être de vous filmer pour ne pas avoir à répéter le même discours à chaque fois. Deuxième bloc, qui va être plutôt l'ingénierie pédagogique, rassembler votre contenu. Donc on y reviendra beaucoup plus en détail tout à l'heure, mais grosso modo, votre contenu doit contenir votre vision, le détail de votre workflow que vous avez dessiné, et aussi des exercices et des sessions de coaching pour incarner un petit peu tout ça, et aussi former plus globalement aux méthodes de recrutement. On verra dans cette partie-là que vous pouvez complètement d'ailleurs vous inspirer de tout ce qu'on vous a dit à travers la formation Stamp. Troisième bloc, qui est très important mais qu'on oublie souvent, c'est penser à l'expérience utilisateur. Certes, vous allez avoir de nombreuses personnes qui vont être intéressées par suivre cette formation, mais il y en a aussi d'autres qui vont penser qu'elles n'en ont pas besoin parce qu'elles savent déjà le faire et que ça fait des années qu'elles le font. Or, c'est au-delà de maîtriser l'art de l'entretien, c'est tout le discours auprès du talent que vos parties prenantes doivent maîtriser. C'est comme ça que vous allez garantir une vision cohérente dans votre process. Ainsi, il faut que vous fassiez l'effort de vous mettre à leur place et de réfléchir vraiment à ce que votre formation soit fluide, soit courte, soit suffisamment bien documentée pour que les informations soient facilement retrouvées en cas de besoin. Faut aussi un petit peu rendre vivant, incarner tout ce que vous dites, être joyeux, gamifier votre formation. Et peut-être aussi penser à un moment dédié auquel vos collaborateurs pourraient faire cette formation. Par exemple, dès qu'un nouveau collaborateur rejoint vos équipes, ça peut faire partie de votre onboarding. C'est intéressant de vous dire que de la même manière que le collaborateur doit se former à la culture, elle va se former à la culture appliquée aux entretiens. Ça va finalement aussi, lui, le rendre encore plus familier avec la culture de l'entreprise qu'il va découvrir. Enfin, contrôler les résultats. C'est pas parce que c'est une formation courte qu'il n'y a pas d'enjeu. Vous-même, vous avez passé du temps à la créer, cette formation. Donc, c'est important aussi que vous sachiez les forces et les faiblesses de chacun. Encore une fois, c'est un sujet qui va leur servir toute leur vie. C'est facile de leur faire adhérer à cette démarche de formation parce que normalement, s'ils sont déjà en train de recruter des collaborateurs aujourd'hui, c'est qu'ils vont faire un petit peu toute leur vie et ils ont envie que ce soit moins chronophage, ils ont envie d'être meilleurs, ils ont envie de plus plaire aux candidats, de savoir mieux vendre l'entreprise. Donc sur le fond du sujet, c'est certains qui seront complètement intéressés par votre démarche. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est aussi de suivre dans le temps leur performance. Et d'ailleurs, encore une fois, dans cette démarche métier, ce qui peut être intéressant, c'est que vous vous mettiez dans les baskets d'un Ops. Un Ops, il passe sa journée en fait, à faire de la conduite du changement, à aller auprès des équipes, à contrôler leurs résultats. Et moi, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est aussi peut-être d'aller voir vos opérationnels et leur demander, bah voilà, toi qui es Ops, comment tu fais, qu'est-ce qui marche dans l'entreprise, quelles sont les bonnes pratiques. Et puis moi, je vous donnerai quelques exemples sinon de comment vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez animer des ateliers, vous pouvez prendre des feedbacks auprès de vos candidats. Comme ça vous permet un petit peu de jauger l'expérience qu'il a vécue. Vous pouvez aussi rencontrer régulièrement les parties prenantes pour identifier un peu les forces et les faiblesses de chacun. Vous pouvez aussi regarder vos métriques. Si elles sont dans le vert, c'est que globalement, ça se passe bien. Et inversement. Vous pouvez aussi vous mettre en shadow
de call téléphonique, enfin de call de screening ou vous faire petit lors d'une session de recrutement physique. Il y a vraiment énormément d'idées à avoir en tête pour déjà savoir où en sont vos collaborateurs et derrière peut-être vous aider des chiffres pour aller contrôler et réinsuffler un petit peu, redynamiser toutes les bonnes pratiques si vous voyez que c'est pas forcément bien mis en place. Bon, alors maintenant que vous avez votre cadre, je vais vous proposer de creuser un petit peu le type de contenu que vous pourriez ajouter. Et je vous proposerai à la fin d'ailleurs un exemple de plan très simple que vous pouvez mettre en place dès demain si vous créez votre formation avec une démarche un peu multi-support pour rendre ça le plus varié et interactif possible. Alors, du coup, dans la première partie du contenu, très important et assez évident, partagez votre vision. Alors là, a priori, le format est assez simple. Prenez une vidéo, prenez-vous en vidéo, et si vous pensez que vous-même, vous ne vous sentez pas capable d'insuffler une vision auprès du plus grand nombre, n'hésitez pas aussi à aller solliciter votre CEO, par exemple, pour qu'il puisse justement faire porter sa voix sur un nouveau sujet qui est celui du recrutement. Un édito, ça marche aussi, mais généralement, sachez que à peu près tout le monde préfère regarder une vidéo que lire un article. Du coup, dans cette vidéo, parlez de votre vision et parlez de en quoi vous pensez, vous jugez que cette vision doit se retrouver dans toutes les étapes de votre workflow. Il faut vraiment qu'à la fin de cette vidéo, toutes les personnes qui l'aient vue puissent adhérer à votre démarche pour que derrière, elles te donnent la peine de mettre en place tout ce que vous allez leur demander. Alors, deuxième partie, éduquer sur chaque étape de votre workflow. Donc là, vous allez reprendre tout le parcours candidat que vous avez créé cette dernière semaine. Et moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir dans l'ordre. De manière chronologique, on va reprendre chaque étape. Et donc, je vous propose en fait ici de vous inspirer en fait du contenu de notre formation. Et je vous ai mis d'ailleurs, je vous ai relié chaque ligne avec le bloc qui peut vous servir pour trouver votre contenu. Donc ça commence par la définition du besoin. C'est très important que vous onboardiez les managers et opérationnels avec qui vous allez travailler sur l'importance de ne pas se tromper dans ces critères et de faire sa scorecard de la bonne manière. Faire sa scorecard, c'est facile, hein, c'est remplir des cases. Mais par contre, prendre le temps de bien la faire, c'est vraiment une démarche de bonne volonté. Et donc, via cette formation, vous allez vous assurer aussi de demain avoir des managers qui vous font une passe sur les critères qui va être la mieux faite possible. La rédaction des job desks, donc là vous pouvez évidemment vous baser sur le bloc market. C'est important parce que c'est pas toujours vous qui allez la créer. Et aussi potentiellement, vous allez avoir des retours parfois des managers qui vont vous dire qu'ils veulent changer X ou Y chose, rajouter des critères par exemple dans la job description. C'est intéressant, même si c'est pas eux qui la construisent, qu'ils connaissent un petit peu la démarche et les enjeux d'une job description, notamment sur la marque employeur et l'attractivité que l'offre doit avoir. Troisième partie qui est très importante, le screening des CV, parce qu'on a souvent des managers qui peuvent refuser en fait de rencontrer un candidat ou se plaindre que le screening de CV n'a pas été fait, ou voir il y a aussi des personnes qui veulent faire le screening de CV elles-mêmes, et c'est tout à fait normal. Mais il faut savoir que c'est un exercice en tant que tel et il faut pas seulement, faute de connaissances métiers, filtrer les CV sur l'attractivité des entreprises précédentes. Nous, par exemple, chez Linoy, on remarque souvent que nos entreprises partenaires privilégient énormément les talents qui sont passés par des startups qu'elles connaissent. C'est gage pour elles de la qualité des candidats parce qu'elles ont une branche sur laquelle se raccrocher. Mais en fait, il y a potentiellement un énorme manque à gagner sur tous les CV qui ne viennent pas de boîtes très connues, mais qui ont pu développer des compétences complètement nécessaires à la mission pour laquelle ils postulent. Donc c'est intéressant de prendre aussi donc aux managers et aux opérationnels qui vont filtrer ces CV, de repérer les signaux faibles, de savoir reconnaître des skills. D'ailleurs, vous pouvez lier cette formation sur le screening CV à une formation sur les métiers de votre secteur qui va les aider aussi à savoir repérer les compétences clés dont ils ont besoin pour la mission pour laquelle ils recrutent.
Quatrième étape, former vos parties prenantes au call de screening. Le call de screening, c'est une étape qui est souvent regardée comme étant très fastidieuse, très chronophage et qu'on a un petit peu la flemme de mener. Mais en fait, c'est une étape qui est très importante parce que ça nous permet de découvrir véritablement qui sont nos candidats et de passer d'un bout de papier à un humain en face de nous. Et souvent, ce call de screening, il est accompagné de deux sentiments complètement contradictoires et qui sont normaux. C'est le FOMO, donc la peur de louper un bon candidat, et aussi la peur de perdre du temps. Et donc, le call de screening, finalement, il va un petit peu nous titiller et toujours, on va devoir toujours arbitrer entre est-ce que je préfère perdre du temps ou est-ce que j'ai peur d'en perdre. Et du coup, est-ce que je rencontre ce candidat ou est-ce que j'ai pas le temps et je préfère passer au suivant. Donc derrière cet aspect de filtre en fait, je décide d'investir mon temps dans le call de screening, vous pouvez aussi prendre le contre-pied de cette double peine et essayer de rendre ce call de screening le plus efficace possible. À partir du moment où vous aurez une recette qui fonctionne bien, que vous pourrez transmettre à vos opérationnels et aux managers qui les passeraient, vous êtes sûr qu'ils auront qu'ils iront beaucoup plus dans le test du plus de candidats possible et du coup répondre à cette peur du FOMO plutôt que la peur de perdre de temps. Cinquième étape, les entretiens. Donc ça, c'est la partie peut-être clé qui va intéresser le plus grand nombre de personnes qui vont faire la formation. Donc soignez-la bien. C'est comment préparer un entretien. Donc déjà, le fait de préparer un entretien, c'est pas forcément quelque chose qui est unanimement connu. Mais après, un entretien, ça se prépare pour déjà pouvoir structurer la rencontre, parce qu'un entretien qui n'est pas structuré, c'est un entretien qui va pas pouvoir être efficace. On va pas pouvoir comparer un candidat avec le prochain. Et donc, c'est toute une méthode à avoir pour bien préparer ces questions et peut-être mener un entretien peut-être pas complètement structuré parce qu'il faut garder de la spontanéité, mais au moins qu'il y a un contenu, une partie de son contenu qui va être structuré, préparé, pour pouvoir comparer derrière et évaluer le candidat de manière efficace. Une formation sur la posture, très important. Et là, on retrouvera aussi le lien avec votre vision. Est-ce que vous voulez, par exemple, transmettre beaucoup de bienveillance dans vos entretiens? Auquel cas, bah, la posture va beaucoup jouer pour transmettre cette valeur-là auprès du candidat. Quelles questions poser et comment les lier au métier pour que ce soit le plus efficace possible, encore une fois. Peut-être former à la notion d'écoute active, parce que alors nous, c'est quelque chose qu'on fait énormément chez l'INOI. On passe notre temps à écouter le candidat et finalement, c'est comme ça qu'on en apprend le plus sur lui, sur la structure de sa pensée, sur ce qu'il va spontanément mettre en avant, sur la façon dont il va se vendre, etc. Plus c'est vous qui parlez, plus le candidat va s'adapter à ce que vous lui demandez. Et inversement, si vous voulez vraiment découvrir ce qu'il a un peu dans le ventre, c'est à lui de le sortir et si vous devez lui donner l'opportunité de se dévoiler un petit peu en lui laissant un espace de communication assez important. Et aussi comment adapter le contenu de l'entretien et la posture, etc., à l'étape à laquelle on se trouve. Si c'est un cas, si c'est un dernier entretien, un premier entretien, potentiellement les questions posture ne seront pas les mêmes. Et aussi comment varier le contenu en fonction de l'étape. Intéressant aussi à ce moment-là de leur faire comprendre la notion encore une fois, de workflow et se dire que voilà, sur 5 entretiens, bah, l'entretien auquel lui va participer va porter sur telle chose et donc peut-être aller regarder avec la personne qui vient avant et la personne qui va après de quoi vont-ils parler pour pouvoir un peu varier le contenu et pas être trop répétitif et s'insérer vraiment dans un workflow hyper cohérent. Les feedbacks, comment former au feedback, c'est encore une fois quelque chose qui fait assez peur et souvent on refile un peu le bébé au RH en se disant c'est son métier, il sait faire. Alors qu'en fait, c'est un peu bête parce que la personne qui a rencontré le candidat est vraiment la mieux placée pour pouvoir transmettre ses feedbacks et aider le candidat à progresser. Et donc, c'est forcément à lui de le faire. Mais si vous le formez au feedback, si vous lui donnez une trame, par exemple, qui marche très bien, il sera rassuré, il se sentira accompagné et il pourra mener à bien cette étape qui est très importante.
avant-dernière étape, le former sur l'importance des transitions. Comme je vous le disais plus tôt lors du bloc workflow, tout ce qui est mail, tout ce qui est appel pour prendre rendez-vous, tout ce qui est documentation, donc évaluation, feedback. Euh, c'est des choses en fait qui ne sont pas compliquées à faire, mais il faut absolument que vous en parliez pendant cette session-là pour que juste que les gens déjà actent dans leur tête que c'est aussi important que le reste et qu'il faut pour qu'ils participent à 100% au processus de recrutement, bah, qu'ils aillent à 100% de ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire aller jusqu'à ne pas oublier cette petite partie qui finit en fait leur intervention dans le processus de recrutement. Et enfin, une partie qui fait un peu peur à tout le monde, mais qui n'est pas si difficile, la partie négociation, qui se fait en fait de manière assez naturelle entre le manager et le candidat. Sauf que le manager n'a pas forcément toujours toutes les clés pour bien mener les négociations. Il va évidemment, lui, avoir l'information sur sa marge de manœuvre, mais il ne va pas forcément avoir les bonnes techniques pour négocier et pour trouver le compromis qui va convenir aux deux parties de la meilleure manière. On a vu des recrutements qui étaient ratés parce que l'entreprise avait mal négocié, non pas sur le fond. Ils avaient finalement accordé les 3 000 € qui avaient été demandés par le candidat, mais parce que dans la forme, le candidat avait eu peur parce que il y avait eu un peu de rétention d'informations, par exemple. Alors, troisième partie de votre formation qui va être euh, cruciale pour passer à l'action et vraiment appliquer tout ce que vous proposez lors des entretiens, ça va être les exercices et les études de cas. Nous, chez Lina, on fait beaucoup d'études de cas. C'est très intéressant de détricoter tout ce qui se passe. Donc là, je vous donne 3 exemples d'études de cas à faire avec les parties prenantes qui étaient présentes sur ces recrutements. Un recrutement réussi qui a été symptomatique et que vous voudriez récidiver fois 1000. Vous voudrez que tous ces recrutements se passent aussi bien que celui-ci parce qu'il était rapide, il était fluide, le candidat, on n'a aucun regret, il est encore mieux que ce qu'on pensait et détricoter pour savoir pourquoi finalement ça s'est bien passé. N'hésitez pas à aller aussi demander au candidat des feedbacks, encore une fois. À l'inverse, un recrutement qui a raté. Et pourquoi il a raté? Vous pouvez prendre par exemple un recrutement d'une personne que vous auriez voulu recruter mais qui a refusé ou qui a drop le process en cours de route. Et enfin, un recrutement étonnant. Potentiellement, un persona qui ne correspond pas du tout à la scorecard. Est-ce que c'est priori, c'est que la scorecard a été mal faite, mais peut-être qu'il y a d'autres raisons. Et donc, à quel moment vous avez pu finalement sortir de vos process pour recruter cette personne et qu'est-ce que vous aviez fait mal? Voilà. Donc, autour de ces 3 cas, rassembler les parties prenantes, retracer toutes les étapes pour justement dessiner tous les axes d'amélioration que vous avez ou toutes les bonnes pratiques à réitérer. Pour ça, munissez-vous de tous les échanges et de toutes les dates aussi de ces échanges. Si vous les avez, réécoutez les appels, c'est encore la meilleure manière de savoir ce qui s'est vraiment passé. Sur les exercices, alors là, on voit pas très bien ma slide, mais encore une fois, vous avez les slides disponibles sur l'outil. Le plus important, ça va être la préparation au discours de vente. Donc, apprendre aux gens à pitcher l'entreprise, à pitcher la mission, à pitcher la culture. C'est un peu le b.a.-ba du recrutement, mais tout le monde n'est pas sales dans l'âme. Et donc, c'est important de leur transmettre aussi les bonnes pratiques. Ça, vous pouvez complètement le faire en session, en présentiel, et puis vous pouvez aussi leur donner quelques exemples par vidéo. Un exercice aussi pour bien screener des CV et trouver les signaux faibles d'une candidature. Donc, vous pouvez par exemple prendre 3 managers avec vous qui ont des recrutements à peu près similaires, une banque de CV et pendant une demi-heure, on fait un tri de CV et on retient les candidats qui ont le meilleur CV. Ça peut être intéressant que vous preniez parmi ces CV des candidats assez atypiques qui ont finalement rejoint l'entreprise, mais qui sur le CV peuvent a priori être écarté avec une lecture trop linéaire. Comment faire un bon refus candidat? Très intéressant, un peu sur le même principe que faire un bon feedback.
Savoir bien refuser un candidat, c'est aussi garantir derrière une expérience talent qui est bonne jusqu'au bout et tous les effets bénéfiques et ROI dont on parlait au bloc précédent. Je vous propose aussi en dernière, c'est pas vraiment un exercice, mais vous pouvez aussi vous mettre en shadowing d'entretien pour derrière faire un petit peu du coaching personnalisé pour les personnes qui en auraient le plus besoin. Pour terminer ce petit bloc sur les exercices, je cite un sales, un team lead sales de chez Payfit qui nous avait dit lors d'une intervention que finalement réussir ou rater, bon là j'ai mis un recrutement mais il parlait de son pipe, enfin, d'un closing, ça a finalement peu d'importance. Le plus important c'est de comprendre ce qu'il s'est passé de A à Z. C'est ça en fait qui va nous permettre d'améliorer et de scaler votre recrutement. C'est vraiment de comprendre toutes les étapes, tous les enchaînements et de savoir là où ça a droppé, et ben c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et enfin, pour terminer sur la partie contenu, formez vos opérationnels et vos managers aux outils. Les outils, il faut que vous les maîtrisiez, il faut que eux les maîtrisent. C'est comme ça que derrière, ils pourront vraiment s'outiller pour être plus efficaces. Donc, comme je vous le disais précédemment, il y a Gorgias, Boomerang pour les templates de mail. Vous pouvez d'ailleurs créer une banque de templates de mail dans laquelle ils peuvent se servir. Notion Trello pour créer une structure ou pour rassembler tous les feedbacks des entretiens. Vous pouvez d'ailleurs, vous, créer une structure de feedback pour les aider à formuler leurs avis. Vous pouvez d'ailleurs la lier à la grille d'évaluation pour avoir un tout cohérent. Formez-les aussi à votre ATS si vous en avez un. Là, ça va peut-être être un petit peu plus indirect pour eux, mais c'est intéressant, maintenant qu'ils sont dans le sujet, qu'ils comprennent aussi c'est quoi votre quotidien, c'est quoi le volume de candidatures que vous traitez, quels sont les éléments importants à avoir. Et donc là, vous pouvez faire juste un petit tuto sur Loom pour leur expliquer comment ça fonctionne, pour de la culture générale, mais aussi pour derrière recevoir encore plus leur adhésion sur votre démarche. Et vous pouvez enfin les former ou leur rappeler l'utilisation des to-do list sur Google Calendar et des rappels pour ne pas oublier justement et se décharger mentalement de toutes ces micro-tâches qu'on a besoin qu'ils fassent pour compléter les différentes étapes du workflow. Alors pour terminer, voici un petit plan que je vous propose pour votre formation en 4 parties. La première, notre vision du recrutement chez le nom de votre entreprise. Là, a priori, c'est plutôt une vidéo inspirationnelle, comme je vous le disais, soit vous, soit le fondateur. Deuxième étape, les étapes d'un process de recrutement, leurs enjeux et leurs intervenants. Là, a priori, aidez-vous de slides quand même, et d'ailleurs Loom marche très bien pour ça. Alors, soit c'est vous, soit vous pouvez aussi vous faire accompagner d'intervenants qui sont les personnes qui interviennent à chaque étape du process pour qu'elles expliquent l'enjeu de leur étape. Moi, manager de l'équipe sales, quand je rencontre un candidat, mon enjeu, c'est blablabla. Et du coup, l'idée, c'est de prendre peut-être des intervenants qui font très bien ce que vous leur demandez, qui sont très bien dans leur job de recruteur quand ils endossent cette casquette-là, pour qu'ils puissent aussi insuffler leur vision de la chose. Troisième partie, les clés pour bien mener un entretien. Donc là, il y aurait d'abord une vidéo dans laquelle vous transmettez la bonne posture, les bonnes pratiques, comment savoir quelles questions poser, comment négocier, comment faire changer d'avis un candidat s'il hésite. Puis, vous agrémentez cela d'ateliers réguliers de coaching sur le discours et la posture, qui peut être d'ailleurs mené par un sales, hein, si vous avez envie de leur transmettre les informations, la démarche vraiment sales dont ils peuvent avoir besoin. Et vous pouvez aussi leur proposer une to-do qu'ils peuvent avoir toujours avec eux pour qu'à la fin de chaque entretien, ils sachent vraiment toutes les tâches qu'ils doivent faire pour mener à bien leur intervention. Et quatrième partie, les étapes à ne pas oublier, les outils pour se décharger. Donc là, le format, ce sera une vidéo sur l'enjeu des étapes de transition et la responsabilité de leurs acteurs. Donc encore une fois, je mets l'accent sur des choses qui prennent pas beaucoup de temps à faire mais qu'on oublie souvent et qui font le lien entre tout votre workflow, qui donne la cohérence un petit peu partout.
Et là, vous faites un petit tuto sur les différents outils, sur comment se créer des rappels, comment créer des templates. N'hésitez pas d'ailleurs à faire accompagner ou faire les tutos par une personne un peu plus technique si elle est disponible et que vous préférez. Mais l'idée, c'est vraiment de transmettre le plus d'outils et d'accompagnement euh, pour que vos parties prenantes se sentent vraiment onboardées sur le sujet, pris en main. Mais vous voyez, en 4 parties, ça se fait assez vite. Et normalement, en 2-3 heures grand max, ils sont formés sur le fond. Vous accompagnez ça de quelques ateliers. Vous faites des petits points d'étape, vous regardez les métriques et vous aurez tout en main pour avoir votre école de recrutement en interne, qui est scalée car en vidéo, qui est obligatoire par exemple en onboarding. Vous avez été voir les managers des opérationnels pour leur libérer un petit peu de temps pour faire cette formation. Et voilà, tout le monde est onboardé sur votre process, sur votre workflow, sur votre vision et vous pouvez enfin la mettre vraiment en pratique parce que vous savez que vous avez l'adhésion de tout le monde.